Bonjour à Bonjour. tous, vous êtes bel et bien à l'atelier La planification efficace d'une leçon en intégrant les modifications des contenus d'apprentissage de l'ensemble de mes élèves. Oui, il reste encore quelques minutes, n'hésitez pas à vous brancher, ça va nous faire plaisir. On amorce le tout très bientôt. On peut avoir les deux micros ouverts. Je pense pas qu'il y a de la distorsion. pas là. de- C'est ce que- On est bien. C'est correct. Vous n'êtes pas dans la même salle. Non. Non. Il y a une autre 2 minutes. Ça sera pas long. Il vous reste encore une petite minute pour aller vous chercher un petit verre d'eau, prendre une petite barre granola, bien vous installer avant cet excellent atelier. Bonjour. C'est une équipe qui écoute en bloc. Bonjour. Bonjour à l'équipe. Bonjour. Ça, c'est le fun. Eh bien, bonjour, bienvenue à notre deuxième bloc des ateliers à TAC. Aujourd'hui, me revient l'honneur de vous présenter les deux animatrices pour l'atelier. Moi, mon nom est Paul Cadieux, je suis leader pédagogique à l'équipe tactique. Il me fait plaisir de vous présenter Madame Stéphanie Charon. D'ailleurs, je voulais vous mentionner que le titre « La planification efficace d'une leçon en intégrant les modifications des contenus d'apprentissage de l'ensemble de mes élèves » sera un atelier formidable dans la prochaine heure. Donc, vous êtes à la bonne place.
Je vous présente Stéphanie. Stéphanie est une professionnelle de l'éducation, passionnée par l'innovation pédagogique et les stratégies d'enseignement des mathématiques, dans un domaine dans lequel elle œuvre avec enthousiasme depuis plus de 27 ans. Actuellement, directrice responsable de la numératie au consortium du Centre Jules Léger, elle a accumulé une riche expérience en occupant divers postes, dont celui de conseillère pédagogique en numératie au CPO pendant 7 ans et enseignante lead en numératie. En parallèle de ses responsabilités au sein du consortium, Stéphanie agit comme consultante pour le développement et la révision des ressources pédagogiques en mathématiques au Centre de leadership de l'évaluation, le CLE. Son expertise a également été sollicitée dans plusieurs projets de collaboration, notamment avec le Centre Franco et l'association l'Ontario Association for Mathematics Education. Depuis 2022, elle est membre active du conseil d'administration de l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario, l'AFEMO, un rôle qui lui permet de contribuer davantage à l'essor de la pédagogie des mathématiques en milieu francophone. Je vous présente également Anne-Marie McCormick. Anne-Marie est une enseignante passionnée et expérimentée ayant commencé sa carrière en 2003 en Ontario. Elle a occupé divers postes au fil des années, notamment en tant qu'enseignante titulaire, enseignante ressources et conseillère pédagogique en éducation spécialisée. Depuis 2023, elle travaille à l'école d'application du consortium Centre Jules Léger, où elle occupe les rôles d'enseignante ressources et de lead en mathématiques. Grâce à son expertise et à son engagement envers l'éducation spécialisée, elle contribue activement à la réussite scolaire des élèves ayant des besoins particuliers tout en soutenant le développement de pratiques pédagogiques innovantes. Donc, vous voyez que vous êtes en bonne main. Je vous souhaite à tous un excellent atelier. Pour les petits détails techniques, n'hésitez pas vous pouvez utiliser le clavardage si jamais vous avez des questions. Peut-être qu'à la fin, on pourra y répondre aux questions. N'oubliez pas de mettre vos micros en sourdine de façon à faciliter la présentation. Donc, sur ce, je vous cède la parole. Merci, M. Cadieux. Peux-tu revenir à celle avant, s'il te plaît? Je veux juste revenir sur le titre. Bien, premièrement, je vous dis bonjour, bienvenue. J'ai l'impression qu'on est dans un petit groupe et que vous faites partie d'une discussion autour de la table. C'est génial. Alors, profitez-en si vous avez des questions. On va regarder ça, puis on est très heureuse de pouvoir vous répondre. Le titre, il est très long, mais il résume un petit peu ce que Anne-Marie et moi, on a vécu pendant plusieurs années. Moi, comme conseillère pédagogique, ou quand on se promenait dans les écoles, j'arrivais avec des belles choses en mathématiques ou toutes sortes de choses, puis ils me disaient, tiens, oui, c'est bien beau, mais comment je fais pour tel élève? Ou qu'est-ce que je fais parce que j'ai tel élève-là? Puis comme conseillère pédagogique, je devais toujours faire, OK, un instant, on va regarder ça ensemble. Puis des fois, on se creuse la tête pour essayer d'aider ces enseignants-là qui ont toutes sortes de défis dans leur salle de classe, déjà en partant que la classe peut être très grande, et comme il y a plusieurs élèves, et là, de dire, ouf, j'ai des PEI, j'ai des modifications de programme, j'ai tout le programme cadre de mathématiques à mettre en place. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bien, c'est un petit peu ça qu'on voulait vous jaser ici, d'une situation, parce qu'ici, au Consortium Centre Jules Léger, on a des élèves de toutes sortes et des élèves de tous les niveaux. Et puis, comment on vit ça ici, ça va peut-être vous donner des idées, comment accompagner des enseignants dans les salles de classe. Alors, voilà. Il a fait le tour. Je pense qu'on n'a pas On continue. Ce qu'il n'y a pas, par contre, parenthèse, ce qu'il n'y a pas dans la super belle introduction, c'est moi et Stéphanie, en fait, ça fait depuis 2011 qu'on travaille ensemble, qu'on se suit. Stéphanie, c'était ma lead maths, puis moi, j'étais son enseignante ressources. Donc, on a comme continué. Après ça, on s'est rendu au conseil ensemble. Donc, ça fait longtemps qu'on se suit. Puis, on est contente là, de pouvoir poursuivre ça ici à une différente échelle. Donc, voilà. C'est quoi le CCJL en bref? Oui, parce que je veux dire, le CCJL, le Consortium Centre Jules Léger, il y en a qui en ont entendu des bribes, il y en a qui ont des élèves qui, de près ou de loin, c'est ça, mais ça fait quoi? Alors, c'est un conseil scolaire et puis c'est un conseil
vraiment où on est spécialisé pour les élèves qui ont des troubles sévères d'apprentissage. Et on a aussi une école pour sourds malentendants, une autre école pour nos élèves qui sont aveugles ou à basse vision. Et on a une autre école aussi pour nos élèves qui sont sourds et aveugles. Tous ces gens-là font des mathématiques. Tous ces gens-là ont des PEI. Tous ces gens-là ont besoin de nous, finalement. Alors, c'est pas mal intéressant, mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on va vraiment plus s'attarder à l'école d'application parce que les mathématiques dans les autres services, ça sera pour un autre atelier. Puis ici, l'école d'application, on va vous en parler un petit peu plus, mais c'est vraiment pour nos élèves qui ont des troubles sévères d'apprentissage. Donc, notre mandat ici à l'école d'application, c'est la rééducation. On prend les élèves d'à peu près la 5e à la 10e année. Je vais vous dire le sweet spot. Les élèves qu'on aime vraiment recevoir, c'est nos élèves en 7-8. C'est là où on peut vraiment maximiser notre programme. Mais de la 5e à la 10e, on les accepte. C'est un séjour de 1 an avec la possibilité de 2 ans. Donc, on est à la course contre la montre. On a 1 an pour vraiment essayer de faire le plus de réduire les écarts, d'amener les élèves de remplir les petits trous au niveau de leur éducation. Puis, c'est préférable quand il reste 2 ans, mais c'est vraiment un placement de 1 an. Puis après ça, on réévalue après 1 an. Il y en a des élèves qui sont prêts à retourner. Puis, il y en a qui ont besoin d'une 2e année. Ici, à l'école d'application, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les élèves doivent rester ici. Ils arrivent le dimanche soir et puis ils quittent le vendredi après-midi. J'ai des élèves qui sont à 15 minutes de l'école, mais qui doivent quand même arriver le dimanche soir et quitter le vendredi après-midi. Ça, c'est un non négociable pour l'école d'application. On a des très grands retards académiques et on a des estimes de soi extrêmement fragiles. On a des élèves qui nous disent « Je ne suis pas capable, ça n'a jamais marché, pourquoi que ça marcherait chez vous? Ça fait 7-8 ans que je suis à l'école et ça ne fonctionne pas. » Mais donc, on les prend où ils sont pour on essaie de les tirer vers le haut. On a des programmes extraordinaires ici au Centre Jules Léger. On a un continuum d'intervention en lecture-écriture. Évidemment, on ne fait pas juste la rééducation en maths, mais on apprend en français aussi. On a un programme de communication pour vraiment faire briller la francophonie puis pour que les élèves puissent s'approprier de leur francophonie. On a un programme de champion de la communication, donc tout ce qui est socialisation, la communication sociale, comment je me présente en groupe, comment on discute dans différents contextes. Et en mathématiques, on a 2 programmes, en fait, en mathématiques. On a un programme de rééducation pure et dure où 3 fois par semaine, nos élèves sont divisés dans différentes classes. C'est vraiment un décloisonnement où est-ce qu'on va travailler tout ce qui est résolution de problèmes, tout le sens du nombre, les opérations, comment vraiment voir les nombres et les chiffres différemment. Puis aussi, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans des clos, mais qu'on est dans notre salle de classe, puis que l'enseignante a devant elle des élèves qui ont un PEI modifié en 3e, 4e année ou un PEI modifié en 7e année. Donc, tu sais, ça fait beaucoup d'apprentissage à gérer. Donc, c'est vraiment sur ce point-là qu'on veut vous guider parce que c'est ce qui ressemble dans vos salles de classe. Vous avez certainement des élèves qui ont des PEI, qui ont des retards académiques, puis vous devez pallier à ces retards-là. Donc, comment s'y prendre? Puis, on a mis l'image de la pyramide. Les élèves qu'on a, nous, c'est ceux qui sont complètement en haut. Puis, donc, il y a des choses qui se sont faites dans les écoles, dans les conseils. On a testé, mais là, il faut faire différemment parce que ça n'a pas fonctionné. Alors, il faut toujours se re-questionner, nous ici, pour trouver une façon que ça va coller à l'élève. Puis, dans nos salles de classe, c'est pas comme si on a une classe de 5e année, puis une classe de 6e année, puis de 7e année, puis de 8e année. Pas du tout. Dans une salle de classe, on a des élèves d'à peu près tous les niveaux. Donc, l'enseignant ou l'enseignante doit vraiment trouver des façons pour travailler la mathématique, le français, n'importe quoi, mais vraiment à travers tous ces niveaux-là. Mais dans le but de nous, c'est de la rééducation. C'est vrai, on ne fait pas de sciences, puis on ne fait pas vraiment d'études sociales parce qu'on a 10 mois
pour faire le maximum en littératie puis en numératie, en communication. On fait de l'éducation physique, là, mais je veux dire, on laisse tomber sciences et études sociales pour vraiment dire, OK, on regarde chacun des concepts puis on essaye vraiment de les tirer vers le haut pour essayer de réduire les écarts vraiment le plus vite possible. Alors, voilà. Ici, donc, le contexte, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé, on a fait vous allez voir, on va avoir des petites capsules vidéo parce qu'on a travaillé dans une salle de classe pour démontrer un peu comment on fait ça, nous, au niveau d'enseigner une leçon en mathématiques et puis comment, je veux vous amener dans le processus de la planification, comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a fait en salle de classe, puis vraiment comment on le travaille, c'est quoi les stratégies qui fonctionnent bien avec nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères. Donc, le contexte, c'est dans une salle de classe où on veut amener les élèves à une 6e année. On se comprend que selon le PEI de nos élèves en mathématiques, on a des élèves qui sont de la 3e année à la 7e année dans cette salle de classe-là. Mais mon objectif, quand j'ai enseigné dans cette classe-là, c'était d'amener mes élèves jusqu'en 6e année. Je voulais vraiment les tirer vers le haut. Même mon élève de 3e ou mon élève de 4e. Ils ne sont pas d'âge de 3e ou 4e. Ils sont plus d'âge d'être en 6e année, 7e année, 8e année. Alors, notre objectif, c'est de les tirer vers le haut. On a pris le domaine de l'algèbre au niveau des suites. Évidemment, ce sont tous des élèves qui ont des besoins particuliers. Toute notre école, c'est des élèves qui ont des besoins. Et puis, on voulait aussi vous montrer qu'en utilisant une ressource qui est gratuite, que tout le monde a accès partout en province, il y a moyen d'utiliser ces ressources-là pour pouvoir l'adapter pour tous nos élèves dans la salle de classe. Et vous devez avoir accès à du matériel de manipulation. Ici, c'est primordial. On travaille énormément avec le matériel de manipulation, mais en fait, tout le temps avec du matériel de manipulation en mathématiques. On fait? Alors, comment on peut accompagner une enseignante qui veut justement enseigner? Je vais enseigner les suites. Stéphanie, comment je fais? Je ne sais plus où mettre la tête. Mais la première chose, c'est de regarder la progression des apprentissages au niveau du concept même. Ça, j'ai tiré ça directement sur le site du ministère des mathématiques. Il y a des beaux tableaux de progression comme ça. Et puis, vous prenez algèbre, j'ai pris les suites. Et puis, j'ai regardé, j'ai ressorti qu'est-ce qu'il y a en 3e année, 4e année, 5e année et 6e année? Qu'est-ce qui est pareil ou elle est où cette progression-là? C'est un peu ça qu'il fallait ressortir. Donc, je regardais en 3e année, puis là, vous allez me dire pourquoi aller si bas? Mais c'est préférable d'aller plus bas que seulement le niveau d'études. On dit tout le temps low floor, high ceiling. C'est quoi les trous? Les trous que les élèves ont eus? Parce que c'est souvent ça qui s'est passé. Il y a eu des trous dans leur apprentissage. Donc, quand on va plus bas, on va aller plus vite. C'est correct. On va plus bas, on regarde c'est quoi qui est important et on amène les élèves rapidement vers ce qu'on veut faire, qui est, moi, je visais la 6e année. Donc, quand on regarde cette progression des apprentissages-là au niveau des suites, je vois des similitudes. En 3e année, je peux voir qu'il faut reconnaître et décrire des éléments qui se répètent. En 4e année, reconnaître et décrire une suite croissante. En 5e, la différence, c'est qu'on ajoute décroissant. Tandis qu'en 6e année, il y a encore de reconnaître et d'écrire des suites croissantes et décroissantes dans le but pour voir lesquelles sont linéaires. Mais s'ils sont croissantes, ils sont linéaires. Fait que là, je me disais, OK, je peux peut-être organiser une leçon où est-ce qu'on va travailler quelque chose avec une suite croissante. Ensuite, il faut créer des suites. Fait que je savais que je voulais les mettre en action, que je vais utiliser du matériel de manipulation, puis on va créer des suites. Je peux voir en 3e, c'est avec des formes géométriques, table de valeurs. En 4e année, table de valeurs et graphique. Bon, ben c'est déjà en 4e année. Le 5e année, il ressemble beaucoup au 4e, c'est juste parce qu'on veut faire des croissants. Et là, en 6e, on a table de valeurs, représentation graphique et les expressions algébriques avec des équations. OK, là, j'ai une idée d'un objectif vers quoi je veux aller. Pour aller à la toute fin, où est-ce qu'on doit trouver les règles? On détermine les règles et on peut prolonger les suites et on va faire des prédictions par rapport à ça. Puis je peux voir que ça se répète en 4e,
en 5e et en 6e. C'est sûr qu'en 6e année, on est rendu avec des équations algébriques, mais il faut quand même que j'ai vu ce qui se passe en 3e, 4e et 5e année. Alors, je savais que j'avais une petite idée d'une leçon qui m'amènerait à tirer vers le haut pour la 6e année. Alors, vous allez voir qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil. En fait, les élèves à besoins particuliers au sein de nos écoles, c'est nos élèves qui ont des PEI, on en a tous. Si vous avez une classe sans PEI, vous êtes chanceux. Je ne dirais pas chanceux, mais ça facilite votre vie un peu. On a aussi des élèves qui n'ont pas de PEI pour raison X, Y, Z, mais qui ont des trous dans leur parcours scolaire. Il ne faut pas se leurrer, il y a encore l'impact de pandémie, il y a encore des trous qui ont été faits durant cette période-là, puis qu'on les ressent encore. Donc, nous, tu sais, quand on pense aux mathématiques, on pense vraiment au fil conducteur. Quand Stéphanie parlait à la diapo précédente, bien, regarde ce qu'il y a en commun, c'est ça qu'on veut trouver. Nous, on pense vraiment au gros concept. C'est quoi le concept? C'est qu'est-ce que je veux que mon élève retienne? Puis, on s'est beaucoup penché là-dessus l'année passée. Stéphanie, elle a sorti ses petites feuilles, puis elle a dit, OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos élèves? Qu'est-ce qui est important? Donc, on a créé une planification annuelle harmonisée ici à l'école, puis ça a facilité la vie de pas mal les profs aussi de savoir, OK, c'est ça qu'ils font, c'est ce qu'on fait, c'est où est-ce qu'on s'en va, d'avoir la vision de où est-ce qu'on veut aller plus tard, ça l'a vraiment aidé. On veut toujours tirer nos élèves vers le haut. Mon souhait, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand mes élèves quittent ici, puis ils retournent dans leur école, parce qu'ils sont ici 1 an, peut-être 2, mais ils retournent dans un programme scolaire régulier, qui sont capables de suivre le programme scolaire régulier, qui ont été assez outillés, puis qui ont rempli assez de trous pour dire, OK, moi, je suis capable. J'ai plusieurs élèves qui sont retournés en 9e année cette année, qui suivent mathématiques, programme ouvert. Donc, c'est avec leurs outils technologiques, avec tout ce qu'ils ont, ils sont capables. Donc, c'est ça vraiment notre but, de toujours tirer vers le haut. Notre but aussi, c'est qu'on veut vraiment leur montrer comment utiliser leurs outils technologiques et le matériel de manipulation. Puis souvent, on dit, ah ben, toi, tu as un PEI, ben tiens ton matériel de manipulation, puis moi, je vais prendre tout le reste. Non, on va tous utiliser le matériel de manipulation. Nos élèves qui n'ont pas de PEI, nos élèves qui sont capables de se débrouiller sans ce matériel-là, ils vont le prendre, puis ils vont arrêter de le prendre, puis c'est normal. Mais au moins, on normalise le fait qu'on a le matériel de manipulation, on normalise le fait qu'on explique avec du concret, puis qu'on s'en va vers l'abstrait. Puis après ça, on met des stratégies gagnantes là, en place. Puis ce qui est bon pour un est bon pour tous. Ceux qui l'ont besoin le prennent, ceux qui n'ont pas besoin, bien, organiquement, vont le laisser, puis vont le mettre de côté. Puis, dans le fond, ici, ce qu'on veut vous amener à penser ou à amener quand vous allez dans les écoles, oui, c'est bon d'avoir une idée d'une planification. Puis ça, c'est l'effet que l'enseignant, comment elle peut se préparer, il ou elle peut se préparer dans la salle de classe. Mais c'est bon d'avoir cette réflexion-là au niveau de l'école ou au moins au niveau du niveau scolaire, mettons les 5e années, les 6e années, le cycle moyen. Est-ce qu'il y a un fil conducteur d'un niveau à l'autre? Parce que justement, parce que j'ai un élève qui voit pas nécessairement exact le même programme cadre, le même niveau d'études, mais il est dans ma salle de classe. Mais qu'est-ce qui se passe dans le niveau inférieur? Puis c'est quoi le fil conducteur? Fait que, quels sont les éléments essentiels qu'on veut voir? Donc, si moi, j'enseigne la 5e année, puis ma collègue ou mon collègue en 4e année, est-ce qu'il met l'emphase sur les mêmes choses que moi? Comme ça, c'est plus facile par la suite quand il passe d'une année à l'autre. Cet élève-là qui a des problèmes d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage, mais au moins, il y a un fil conducteur. Il n'est pas complètement perdu. Soit dans les référentiels qui sont utilisés, soit dans les stratégies qui sont utilisées, soit dans le vocabulaire et la terminologie qu'on utilise. Donc, ça vaut la peine d'avoir une discussion puis de dire, OK, comme équipe, comme cycle moyen, comme école, y a-t-il des éléments essentiels? On va les ressortir ensemble en mathématiques. Est-ce qu'il y a quelles sont les formations qui auraient besoin d'être données au personnel enseignant pour qu'il s'assure de bien comprendre l'utilisation des outils puis du matériel de manipulation? Parce que veux pas, ça a un effet. Si un enseignant ne se sent pas à l'aise à utiliser le matériel de manipulation, bien, c'est certain qu'il ne sera pas
enclin à le sortir ou qui ne comprendra pas exactement la force de ce matériel-là. Fait que ça, c'est toutes des questions qui valent la peine d'avoir quand ça vient le temps de planifier en équipe. Par la suite, bien évidemment, il y a des stratégies à fort impact qui sont extraordinaires et essentielles pour nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage. J'en nomme 4 ici. Ben oui, je reparle encore de l'utilisation d'outils de matériel de manipulation, mais pour des élèves qui ont un trouble d'apprentissage, l'enseignement explicite, c'est numéro 1. C'est vraiment parce qu'on pourrait penser qu'on va faire une activité en salle de classe puis que l'élève en question il va m'écouter parler en tant qu'enseignante puis qu'il va tout comprendre. Non, ça ne fonctionne pas. Là, on se dit, ben, il va regarder sur les autres puis il va comprendre. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut être expressément explicite. C'est quoi la stratégie? C'est quoi la terminologie? Comment je veux que tu l'utilises? Quelles sont les traces que je veux que tu fasses? Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une des choses qu'on a vérifiées qui est primordiale pour nos élèves. Deuxième chose, l'enseignement en petits groupes. C'est correct de faire des petits enseignements en petits groupes parce que l'élève qui a des troubles d'apprentissage, c'est son moment d'être capable de poser des questions, puis de pratiquer, puis de poser ces questions en lien avec le concept. Et puis, on fait des pratiques délibérées. Puis quand on dit pratique délibérée, ça peut être fait de tellement de façons. Ça n'a pas juste besoin d'être une feuille qu'on pratique puis qu'on pratique. Ça peut être des jeux. Ici, on fait énormément de jeux mathématiques parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils apprennent, mais c'est comme ça qu'ils pratiquent. Puis là, tout d'un coup, ils ont du plaisir. Fait que on fait, parce que je vais vous dire, quand ils arrivent ici, nos élèves, là, on a parlé d'estime de soi. Ils détestent les mathématiques. Ils ne pensent pas qu'ils sont bons. Puis au début de l'année, ils nous disent souvent, Madame, essaye même pas avec moi. Ça ne fonctionne pas. Je ne suis juste pas capable de faire des mathématiques ou je ne suis juste pas capable de lire. Mais on se rend compte qu'il faut travailler tout cet aspect-là puis il faut vivre des succès. C'est super important. Alors, je vous ai parlé de la progression des apprentissages au niveau des suites, mais c'est le problème que j'ai été chercher. C'est dans En avant les maths. C'est gratuit. C'est un site que vous pouvez tous avoir accès. Puis, je n'ai pas pris tout le défilé de tous les problèmes qu'il y avait. J'ai juste commencé avec ce problème-là. Puis, ça dit qu'une dame veut ajouter des fontaines d'eau dans sa murale de mosaïque qui démontre comment l'eau augmente en hauteur. Elle demande aux élèves d'une classe de soumettre des propositions en utilisant des mosaïques géométriques et de déterminer le nombre total de formes à l'aide d'une table de valeurs. Déjà, le problème me demande, je pouvais voir que c'est une suite croissante. Je sais que ça va être linéaire. On utilise du matériel de manipulation et je sais qu'il va falloir que je fasse une table de valeurs. Si je fais une table de valeurs, je vais être capable de faire un graphique. Alors, je savais que j'étais en train déjà de mettre plein de petits X dans ma planification en lien avec ce que j'ai besoin d'aller voir finalement. Vous allez avoir accès à cette présentation-là, puis vous voyez déroulement de la leçon. J'ai tout écrit exactement comment, toutes les questions, tout ce que je disais, comment je l'ai fait. Alors, c'est une leçon clé en main que vous pouvez distribuer pour un prof de 5e année, 4e, 5e. Il y a juste la dernière partie qui est vraiment plus 6e année, là, mais c'est une leçon clé en main là, qui pourrait être intéressante. Alors, je suis partie de ça. Donc, comme je vous ai dit, je pouvais voir que je pouvais reconnaître et décrire des suites croissantes qui sont linéaires. On va créer des suites croissantes. On va utiliser une table de valeurs. On va faire des graphiques. Puis, on va générer une équation à la fin. Et puis, on va prolonger. Puis, on va pouvoir faire des prédictions. Alors, je savais que je pouvais vraiment faire check, check, check. J'ai tout vu ce que je voulais voir, finalement. OK. À la vidéo, je vais arrêter mon partage ici. Alors, on va vous montrer, c'est sur le site de En avant les maths. Et puis, il y a un endroit qui dit les pratiques pédagogiques à fort impact. Et la petite vidéo est directement là. Alors, Anne-Marie va nous présenter ça. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à te raconter. Cette fin de semaine, j'ai eu la chance de voir une amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et
puis c'est une artiste. Hein. Puis là, elle avait une idée en tête, puis elle me racontait ça. Et puis, son idée, c'était, dans son projet, de faire une fontaine. Puis tu vois que d'une fontaine à l'autre, il y en a un petit peu plus qui sort de la fontaine. Ça serait intéressant d'utiliser une table de valeur pour avoir une idée de comment on pourrait compter combien de mosaïques géométriques on a utilisé pour chacune des fontaines. Tu vois, j'ai 2 tables de valeur ici. Puis tu te souviens qu'une table de valeur, ce qui est important, c'est vraiment de voir la relation, c'est pour décrire la relation qu'on a entre des valeurs. Puis tu sais qu'une table de valeur, on peut l'avoir de façon verticale ou horizontale. Donc, c'est ma figure 1, on l'a ici, on pourrait l'écrire. Combien de mosaïques on a eu besoin pour faire la figure 1? On en a besoin de 6. On en a besoin de 6. Excellent. Nombre de mosaïques, 6. Parfait. Merci, Félix. Maintenant, si on regarde la figure 2 ici, en regardant les nombres, est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux? Félix? Tu en ajoutes 3 à chaque fois. Où tu vois ça? À 6, entre 6 et 9. Tu vois qu'il y a quelque chose qui augmente. Hein? On a l'impression qu'il y a 6, 9, 12. Donc, c'est comme si on augmente de 3 à chaque fois. Intéressant. Je peux écrire plus 3, tu penses? Plus 3. Puis la même chose ici. Plus 3. Ça, c'est notre règle de régularité. Si j'allais chercher ma 4e figure maintenant, qu'est-ce que tu penses? Combien de mosaïques géométriques on aurait besoin si on regarde notre règle de régularité ici qui est de plus 3? Tu peux avoir 15 nombre de mosaïques. 15 mosaïques ici. Pourquoi? Tu le sais? Parce que ajoute 3, tu vas avoir 15. Tu vas avoir 15. Excellent. Est-ce que mon ami a besoin d'avoir une idée de combien de mosaïques en tout pour nos 3 figures ici? Donc, vous allez penser que nos élèves sont vraiment très sages et tout ça. Oui, ils l'étaient. Il y avait des caméras, alors ils étaient vraiment sages. Mais oui, on a des petites classes, je le sais, vous allez me dire au CCJL, mais n'oubliez pas que c'est des élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères et qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ont un trouble de langage, qui ont vraiment, ils n'ont pas juste le trouble d'apprentissage, ils ont une panoplie de petites choses qui sont merveilleux. Donc, faire des mathématiques, c'est pas simple pour eux, vraiment pas. Alors, de les prendre ensemble, de travailler, puis là, il était bien tranquille. Il parle plus que ça d'habitude, là. Mais l'objectif ici, c'était vraiment de dire, OK, je fais mon début, vous avez vu, j'ai comme raconté une histoire. Ça fonctionne tout le temps pour les élèves. À chaque fois qu'on fait une résolution de problème, inventez une histoire. Mettez ça plus beau que c'est supposé d'être. Ça leur permet de se faire un visuel dans leur tête. C'est vraiment, vraiment important. Parce que si je leur donnais ce problème-là et ils doivent le lire, ils ne l'auraient pas lu. Ils ont de la difficulté à lire. Ils sont tous en difficulté en lecture. Donc, je le sais que ça n'aurait pas fonctionné. Je me serais acharnée pour essayer de voir comment je peux les amener à comprendre. Alors, laissez ça de côté. S'il y en a qui connaissent un peu la classe collabo-réflexive, bien, c'est ça le but, c'est de mettre la table en faisant une histoire, en racontant l'histoire pour que les élèves puissent se mettre des images dans leur tête. Par la suite, vous avez vu, on parle un peu de la terminologie, c'est important. On était au tout début. Là, je pense que c'était la 2e fois que je faisais une petite leçon avec eux autres. Alors, je suis revenue sur la terminologie et puis après ça, ben, c'est l'idée de les mettre à la tâche. Là, vous avez vu qu'ils ont fait des calculs. Puis là, vous dites, OK, ça a l'air un peu facile comme calcul, mais c'est correct. On est au début de la leçon. C'est merveilleux parce qu'ils se sentent comme, je suis capable de faire cette partie-là. Il n'y a rien de pire de commencer quelque chose pour eux autres en mathématiques puis de dire, je ne suis déjà pas capable de faire la première chose que madame m'a demandé. Donc, c'est vraiment l'idée, on dit low floor, high ceiling, c'est ça. C'est important pour eux autres d'avoir des succès. Puis là, ils vont s'acharner après ça. Ça va être productif. Donc,
l'objectif ici aussi, c'est de l'importance de l'enseignement en petits groupes. Parce que là, toute la classe est ensemble, je les mets à la tâche, ils vont créer des tables de valeurs, ils vont créer leur fontaine avec du matériel. Et puis, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je vais clairement voir qu'il y en a des élèves qui ont compris, puis il y en a d'autres qui n'ont pas super bien compris. Il faut faire des petits groupes, il faut revenir un petit peu sur l'enseignement. Puis pour ça, ça nous permet vraiment de cibler le besoin précis de mon petit groupe puis de revenir avec le concept. Ça permet de solidifier aussi ce qu'ils ont compris. Puis c'est fou ce qu'à un moment donné, des fois, on pense qu'ils ont compris, puis ils ne l'ont pas. Fait qu'il faut le faire verbaliser. Puis en petit groupe, ben, ils se sentent plus à l'aise de le faire. Ça nous permet de les écouter pour justement cibler c'est quoi qu'ils n'ont pas compris. On utilise différents moyens de représentation. Ici, ben, ça serait avec du matériel. Des fois, le matériel trop compliqué, ça n'aide pas. Donc, on cible le matériel de manipulation qu'on veut avoir pour une leçon. Des fois, on va tout sortir et on va dire, prenez ce qui vous intéresse, mais ce n'est pas mieux finalement ça. On est mieux de dire, je vais cibler 2 outils ou 2 matériels de manipulation. Même des fois, je cible les couleurs de jetons que je veux prendre parce que sinon, ils vont me créer des fleurs de toutes les couleurs puis un tableau en aquarelle quasiment. Donc, c'est vraiment important de cibler, mais de travailler dans ce carré de sable-là. Et puis, voilà, et ça soutient la métacognition en invitant les élèves à réfléchir à leur apprentissage. Alors, on va voir un petit peu la suite de ça pour voir comment on les met en petits groupes après ça. Max, peux-tu m'expliquer un peu ta suite, toi, à motif croissant? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est constant? Qu'est-ce qui grandit? Mon constant, c'est mes 4 carrés orange. OK. Et qu'est-ce qui grandit, c'est mes losanges bleus ici. J'ajoute 2 chaque fois. La règle de correspondance, ça nous aide quand on veut déterminer quel va être le nombre de mosaïques qu'on va avoir besoin si jamais ça se prolonge 10e figure, une 100e figure. Je peux voir qu'il y a un groupe de 3 mosaïques bleues ici, plus 3 autres mosaïques, plus 3. Ça, c'est ma figure 1. Figure 2, un groupe de 3 mosaïques bleues, mais j'en ai un deuxième. Alors, ça me donne 2 groupes de mosaïques bleues plus 3. Quand on regarde ce que j'ai écrit ici, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu vois? Oui? C'est toujours plus un des groupes. Ah, tu regardes la figure. Alors, on a toujours plus 1. La figure 1, la figure 2, la figure 3. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des groupes? Ça va être toujours juste plus 1. C'est la même chose, hein? Aussi, de la figure, c'est toujours le même nombre de groupes de bleu. Oui, excellent. Parfait. Y a-t-il autre chose qu'on remarque qui est pareil, qu'on voit de chacune des figures? Oui? Les mosaïques. Lesquelles? Les mosaïques bleues. Lesquelles que tu regardes? Les mosaïques bleues? Oui. Oui. Ils sont tous pareils. C'est toujours le même. Il y a toujours 3 mosaïques bleues à l'intérieur de ça. Oui, on voit qu'on a toujours ça. Et, Léa, qu'est-ce qui se passe à la fin? On a toujours... Toujours des plus 3. Le nombre de la figure est toujours associé au nombre de groupes plus 3. Donc, la règle de correspondance, c'est qu'on voit que c'est toujours multiplié. On voit que le nombre de la figure va me donner mon nombre de groupes, donc on va multiplier le nombre de mosaïques bleues que je peux avoir. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que vous alliez travailler à votre place pour trouver votre règle de correspondance en regardant votre suite à motif croissant. Okay. Alors, vous avez vu que
j'avais des élèves qui travaillaient. Eux, ils étaient en pratique délibérée. Pendant ce temps-là, j'ai pu prendre un autre groupe pour les amener un petit peu plus loin, finalement, avec la règle de correspondance. Ça, avec des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais toutes chacune de nos classes, ça vaut la peine d'avoir des petits groupes ici et là, puis de les tirer vers le haut. Donc, j'avais peut-être un élève dans ces 3 élèves-là que, selon son PEI, c'était du 5e année. J'aurais pu m'arrêter là. Mais ça allait bien. J'ai pu voir les preuves d'apprentissage. Tout allait bien. Puis je l'ai amené avec le groupe où est-ce que j'allais plus loin en 6e année. Il ne faut pas oublier qu'ici, on regarde la progression du concept. Je ne m'arrête pas nécessairement à du 4e année, du 5e année, du 6e année. Puis l'objectif ici, c'est on veut les amener, on veut réduire les écarts le plus possible. Alors, si on se dit, ben non, mais il est en 2e année, je vais le garder en 2e année, ben pauvre coco ou pauvre cocotte, ben elle ne va jamais finalement se rendre un petit peu plus loin. Fait qu'il ne faut pas hésiter quand ça va de les amener un petit peu plus loin pour s'assurer qu'on les amène, qu'on réduit les écarts finalement. J'ai juste, là, vous voyez à l'écran le site web là, où j'ai pris les vidéos, donc c'est pas malin, là, puis ça va être dans la PowerPoint, désolée, la présentation. Donc, c'est là où est-ce que j'ai pris les vidéos. Nous, on s'est vraiment penché suite à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, c'est bien beau que nos élèves apprennent toutes ces belles choses-là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Quelles pratiques sont vraiment, vraiment, vraiment gagnantes? Est-ce que tu vois l'écran maintenant, Steph? Oui. Okay. C'est drôle, là, je ne vois pas l'écran, ça me déstabilise un peu. Donc, quelle pratique gagnante? Puis, une chose qu'on a réalisée, c'est qu'il faut vraiment développer l'autonomie. Ce n'est pas vrai que nous, on va commencer à tout faire pour l'élève. On veut que l'élève soit très actif dans ses apprentissages, très actif dans même la prise de ses preuves d'apprentissage. On s'est penché là-dessus, puis on a regardé, puis là, nous, on a essayé de prendre des photos, puis là, des fois, le prof dit « OK, est-ce qu'une de vous deux peut venir prendre? » On prenait des photos, on a dit « Non, on va les rendre le plus autonomes possible. » Donc, on a vraiment à notre disposition la technologie d'aide. Là, je vais faire mon petit… nos élèves ici au Centre Jules Léger ont tous un portable avec Lexibar, avec Antidote. C'est un portable, ce n'est pas un Chromebook. Par contre, on est conscient que dans plusieurs conseils scolaires, vous utilisez les Chromebooks. C'est correct, c'est quand même très utile. Mais pour nos élèves en grande difficulté, c'est vraiment le portable avec des outils technologiques qui peuvent venir les aider. Mais sinon, on a décidé pour développer l'autonomie, de créer des portfolios mathématiques pour eux. Donc, je vais vous en montrer un. La jeune demoiselle qui avait un chandail vert dans la vidéo, vous venez voir, je peux vous montrer son portfolio. Puis, c'est ce qu'on a fait avec eux pour les rendre autonomes. Puis, ça permet à toute l'équipe de pouvoir aller jeter un coup d'œil parce qu'on a la chance de travailler avec des experts mathématiques. Donc, on a créé des portfolios mathématiques où est-ce que les élèves vont avoir leurs résultats d'apprentissage. Puis là, on a une résolution de problème. Philippa a pu mettre ses traces. Pour prendre les traces, ce qui fonctionne le mieux, c'est les tableaux effaçables, encore vraiment low-tech. Tableau effaçable avec un petit bas, un petit Kleenex, un marqueur effaçable. Les élèves se sentent confiants d'essayer là-dessus. Ils peuvent effacer et recommencer, puis il n'y a pas toujours la trace de quand tu effaces sur du papier. C'est aussi beaucoup plus facile à écrire avec un marqueur effaçable des fois qu'un crayon à mine. Donc là, Philippa a laissé des traces, puis il y a des choses que je voudrais qu'elle aille améliorer. Je peux lui laisser un petit commentaire pour dire « Philippa, la prochaine fois, n'oublie pas de faire ça. » Comme là, elle a oublié sa phrase. Elle n'a pas répondu à la question du problème. Donc, c'est un message que je lui donnerais. Tu as des belles traces, mais tu n'as pas répondu. Stéphanie pourrait aller consulter le portfolio de Philippa. On a des experts conseils que des fois, ils consultent les portfolios de nos élèves. Ça leur donne une idée de où nos élèves sont rendus, où les enseignants sont rendus. Puis des fois, on a remarqué que dans une classe, tout le monde fait la même erreur. Ah, ça, c'est un petit check-in qu'on va faire avec l'enseignant pour dire « Ah, la prochaine fois, peux-tu changer telle petite affaire où il y a juste une petite trace à changer, puis l'enseignante peut s'ajuster aussi. » Puis moi, je vois ça dans une école régulière où est-ce que les élèves qui vont voir l'enseignante ressource, ces élèves qui sont retirés de classe, s'ils ont leur portfolio, l'enseignante ressource peut prendre le portfolio et dire « Ah, c'est ça qu'on travaille aujourd'hui, je vais le travailler avec toi quand il retourne en classe. » Donc, ça enlève une étape d'essayer de courir après les gens
pour aller essayer d'avoir leur feedback. Là, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça? On peut travailler dans le même document. Encore une fois, Lotec, c'est Google Slide. C'est rien de fancy. On essaie de garder ça simple pour que l'élève puisse prendre sa photo, laisser ses traces, savoir où se retrouver, puis investir ce temps-là dans les premières semaines de montrer comment prendre nos traces a un impact durable. Là, on est rendu dans, tu sais, le premier déclos qu'on fait, là, ça prend plus de temps, c'est 3-4 jours à essayer de comment comprendre les photos. Là, la première journée, tout le monde, OK, le dernier déclos qu'on a commencé, ils savaient tout comment faire, ils savaient aller se trouver, ils savaient aller trouver leur portfolio. Donc, c'est vraiment une pratique gagnante, puis une stratégie gagnante qu'on a trouvée avec nos élèves de comment communiquer entre professionnels, puis comment communiquer directement avec l'élève. Tu sais, des fois, de recevoir une petite note de Mme Elisabeth, la direction, qui dit « Beau travail, comme j'aime tes traces », ça aussi, ça leur donne un petit boost de confiance. Puis au début, je sais que les enseignants, ça peut paraître comme plus lourd, mais ce temps investi-là en début d'année, c'est tellement gagnant après. Puis, je ne vous dis pas que les enseignants n'ont pas besoin de temps en temps de dire l'élève va prendre ta photo ou tout ça, mais c'est rien. C'est souvent les élèves qui nous disent je prends-tu une photo pour le mettre là-dedans? Oui, vas-y, go. Donc, ça l'a amené beaucoup plus d'autonomie chez l'élève. Puis c'est ça qu'on veut pour tous nos élèves, mais encore plus pour des élèves qui ont des difficultés comme ça. On fait beaucoup de modelage, beaucoup de modelage, beaucoup de modelage. On montre comment on réfléchit. On demande aussi aux élèves de faire du modelage entre eux. Va voir ton ami, voir ce qu'il a fait, qu'est-ce que lui peut faire, comment que ça peut t'aider. On crée des routines. On a créé des référentiels. Tu sais, si on pouvait retourner dans le temps, quand moi et Stéphanie, on était en salle de classe en 2011, on dit « Ah, lui est en difficulté, on lui montre une façon de faire, ça ne va pas le mélanger, on va lui montrer la traditionnelle, il va être bien là-dedans, il va tout comprendre. » Ce qu'on a réalisé, par contre, avec les années, c'est le plus de stratégies qu'on propose, le plus de façons de faire qu'on propose à l'élève, même s'ils sont en difficulté, surtout s'ils sont en difficulté, ils sont capables d'aller s'accrocher à ce qu'ils aiment. Ah, moi, j'aime, tu vois, j'ai un élève qui m'a dit j'ai choisi la stratégie additionnée pour soustraire, c'est elle que je comprends, puis c'est elle que j'aime faire. Vas-y, mon chou, tu l'as, tu es capable, continue. On nomme les stratégies. Si on dit à l'élève, peux-tu faire ta stratégie du point d'ancrage 5? Ils vont savoir quoi aller chercher, donc leur offrir du choix. On a réalisé que ça a un impact positif partout. Tu vois, comme là, moi, je parle de vraiment d'effets d'addition, mais dans la vidéo, vous avez vu, bien, ils ont réinvesti leur stratégie d'addition. Tu vois vraiment son petit tableau, puis il fait exactement les traces qu'il a appris ici. Donc, on crée des référentiels pour que quand il puisse retourner au régulier dans son école, bien, il sait où aller chercher. Puis, on sait que ce qui est bon pour nos élèves à besoin particulier, c'est bon pour toute la classe. Mais encore une fois, tu as ton référentiel d'accrocher. Bien, petite Caroline qui connaît tous ses faits, puis qui sait ça, puis elle sait comment, elle ne va pas les regarder, ça ne sera pas important pour elle, mais la petite cocotte qu'elle a le besoin de petit coup de pouce, ça, elle sait où aller regarder. Donc, c'est bon pour tous. Ceux qui l'ont besoin se l'approprient, ceux qui n'ont pas besoin prennent ce qu'ils ont besoin. Fait qu'on est toujours très inclusif, on essaie de dire c'est correct, puis on montre à nos élèves aussi comment être revendicateur. Donc, quand ils retournent, mais moi, j'ai besoin de ça. Puis qui sont capables d'utiliser leurs mots, qui sont capables de dire « je veux prendre mon référentiel, je veux faire cette stratégie-là », puis ils ne sont pas complètement perdus. Nos élèves connaissent leur PAI. Ils savent exactement ce qu'il y a dans le PAI. Ils sont capables de dire ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne moins bien. Puis ça, c'est de prendre du temps avec eux autres pour jaser. Hein, la métacognition qui va avec tout ça. Puis le référentiel, ajouter du visuel. Parce que justement, c'est des élèves qu'en lecture, c'est plus difficile. Donc, un paquet de symboles, tant qu'il n'y a pas eu un visuel pour accrocher, c'est très difficile. Donc, un référentiel avec du visuel dedans. Très, très important. Ça, c'est une autre façon aussi qu'une enseignante, c'est elle met, OK, bien, on est rendu à utiliser le point d'ancrage 10. Elle met la petite vidéo. Les élèves peuvent regarder la vidéo quand ils ne sont pas certains. Puis là, ben là, ces traces, cette cocotte-là, elle avait oublié de biffer pour dire qu'elle avait fait ça. Donc, on peut lui laisser un petit post-it. Mais on essaie ça de mettre ça le plus convivial possible pour que les élèves et les enseignants puissent s'en servir parce qu'embarquer
des enseignants dans quelque chose de nouveau. Hein. On le sait, on est tous parents. C'est comme, oh, je ne sais pas, je ne suis pas certain. Donc, on essaie de mettre ça encore convivial. Puis maintenant, des enseignants, je pense qu'ils ne savent pas comment ils pourraient progresser sans le portfolio parce qu'ils peuvent aller chercher des preuves pour le bulletin et puis toutes sortes de belles preuves d'apprentissage ici. Oui. Alors, oui, on fait des petites capsules vidéo pour les aider aussi. Oui, mais on va aller aux questions si jamais il y en a parce que je vois que ça file. Alors, on vous laisse nos coordonnées si jamais vous avez besoin de... il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous voulez vérifier quelque chose, on est toujours disponible. Et puis, s'il y a des questions, on est là. Alors, voilà. Et Anne-Marie, Stéphanie, j'aimerais vraiment vous remercier parce que vous avez eu la chance de pouvoir nous expliquer l'importance de travailler en équipe et puis de partir même de la planification, de trouver les fils conducteurs quand tu fais ta planif. Vous avez parlé des stratégies à fort impact, les pratiques gagnantes, comment aller chercher les élèves. Je suis convaincu, je vous félicite parce que c'était, en tout cas, vous avez accroché votre présentation. J'imagine que vous pourrez sans doute peut-être la mettre dans la conversation pour, si jamais il y a des personnes qui voudraient y faire référence. Merci énormément, c'était très, très intéressant. Et puis, prendre le temps d'écouter les élèves qui puissent choisir leur bonne stratégie auquel ça colle avec eux, c'est tellement important. Donc, on pourrait en jaser encore pendant une demi-heure, puis on n'aurait pas fini. Il reste encore quelques minutes. Si jamais il y en a parmi vous qui aviez des questions, n'hésitez pas. Mais je vous félicite pour la qualité du contenu et de votre présentation. Merci. Puis, si on peut, je ne sais pas, ressortir avec un message, c'est vraiment les pratiques qui sont gagnantes à la toute fin, là. Puis de ne pas avoir peur d'avoir une discussion avec les intervenants dans une équipe, là, les enseignants ressources, l'enseignant, le niveau d'études ensemble, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place en mathématiques qui ferait en sorte qu'il y a un lien. Puis, quelles sont les pratiques gagnantes? Bien, je pense que le portfolio, là, c'est vraiment quelque chose qui est très bon, puis de chercher l'autonomie des élèves. Alors, voilà. Merci beaucoup. J'inviterai également les participants à l'atelier à ne pas se gêner de remplir le formulaire de rétroaction qui a été placé dans le clavardage. Merci et j'espère que vous allez pouvoir profiter des autres ateliers d'ici la fin de la journée.